Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Mimo Makouki, directrice des ventes de Tuvalu. On parlera mobilité durable et boom du vélo, mais aussi de ce nouveau label de qualité de fiabilité proposé par cette place de marché. Notre débat, il portera sur le poids des seniors dans notre économie. On dévoilera les résultats de l'étude de Silver Valley sur cette valeur ajoutée apportée par les plus de 55 ans. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Wopilo, marque française d'articles de literie qui vient d'être certifiée B Corp. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence depuis Valence en Espagne. Mimo Makouki, bonjour. Vous êtes donc la directrice des ventes de Tuvalu Marketplace de vélos d'occasion créé en 2015. 8 ans plus tard, vous lancez, je le disais en titre, votre propre label de qualité. On y reviendra. Mais d'abord, présentez-nous Tuvalu. C'est une place de marché spécialisée, donc depuis créée en Espagne, c'est ça, à Valence. Comment est-elle née ? Oui, alors la société Tuvalu a été créée en 2015 suite à l'idée de deux amis, Alejandro Ponce et Ismael Labrador, les deux fondateurs de la société, qui se sont rendus compte qu'il était très compliqué d'acheter un vélo de seconde main en ligne. Il y avait beaucoup de frictions. Ils ont voulu réduire ces frictions-là pour autant pour l'acheteur que pour le vendeur du vélo. Et ils ont donc mis en place un système de révision de vélo, c'est-à-dire que vous mettiez une annonce sur un vélo de seconde main à vendre. Nous récupérions le vélo, nous assurions qu'il était bien conforme à l'annonce et nous nous assurions de toute la partie récupération du paiement et le transport jusqu'à l'acheteur. Il y a 2 mois, la société a décidé de changer son business model et nous sommes dorénavant un e-commerce en vélo reconditionné. Nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'aller plus loin dans l'économie circulaire et il nous paraissait important de pouvoir offrir une garantie encore plus haute quant au vélo. Dorénavant, donc, nous achetons nos propres vélos, nous les reconditionnons et nous les remettons en vente. Alors, on va expliquer ça en détail. C'est quoi la croissance du secteur du vélo ? C'est vrai que depuis la crise Covid, on a ce sentiment que voilà, il envahit encore plus nos villes. Il y a de plus en plus de pistes cyclables. C'est de plus en plus pratique, rapide et agréable d'ailleurs de faire du vélo en ville. C'est quoi la croissance, notamment la place de la France dans ce marché ? Écoutez, la France est un marché très important en Europe. S'y vendent à peu près 3 millions de vélos par an. La part du vélo de seconde main est assez importante puisqu'elle représente 30% de ce chiffre-là. Donc, nous sommes aux alentours d'1 million d'unités de vélos de seconde main qui se retrouvent sur le marché en termes de vente chaque année. Est-ce qu'il y a, pardon, je vous interromps, excusez-moi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de vélos électriques, même sur le marché de la seconde main ? Oui, l'électrique a totalement pris un essor assez important. Le vélo musculaire continue d'avoir ses adeptes, bien entendu, mais il y a une croissance extrêmement forte de plus de 35% chaque année sur le vélo électrique, oui. Alors vous avez donc, vous l'avez dit, changé de modèle économique avec notamment ce label Tuvalu Certified. C'est quoi ? Comment ça marche ? Expliquez-nous. Alors,
Comment ça marche? Nous avons redéfini le marché du vélo de seconde main en instituant un système de garantie unique en Europe. Nous avons créé notre propre label de qualité, le Tuvalu Certified, qui veut dire que tous les vélos sont inspectés et reconditionnés par les meilleurs experts et la meilleure technologie pour être ensuite livrés, accompagnés d'un certificat de garantie. Les normes Tuvalu en la matière répondent au même niveau d'exigence technique que celui requis par l'Union européenne pour les vélos neufs, conformément aux différentes directives et notamment celle sur la sécurité générale des produits. Tous les vélos sont entièrement couverts par la garantie légale en vigueur. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque nous achetons un vélo de seconde main, nous nous assurons que chaque composant du vélo est un minimum de 80% de vie utile. 80% de vie utile, ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire que vous achetez un vélo en dehors de l'aspect esthétique du vélo qui peut avoir des traces d'usage. Les composants techniques, les parties techniques du vélo sont remises à neuf. Quasi à neuf. Ouais, donc c'est une garantie rachat de 18 mois. C'est quoi le modèle économique ? Ça coûte combien parce que vous nous dites on a changé de modèle. Voilà, pour les consommateurs que nous sommes, ça change quoi ? Quand vous achetez un vélo reconditionné, vous faites une économie de entre 30 et 70% par rapport au prix du neuf. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que un vélo reconditionné n'est pas seulement un vélo de seconde main. C'est un vélo qui a été révisé, qui a été remis au standard du neuf pour pouvoir répondre à toutes les exigences en termes de qualité et en termes de sécurité. C'est une nouvelle catégorie dans l'industrie du vélo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du vélo n'a pas beaucoup évolué depuis 50 ans et le vélo reconditionné est une nouvelle catégorie dans l'industrie du vélo. C'est quelque chose qui est né en fait de l'envie d'inscrire le vélo dans un usage qui se répète afin de pouvoir réduire notre empreinte carbone. À chaque vélo nouveau produit, on dégage entre 100 et 400 kilos de CO2, par exemple. Avec notre modèle économique, nous avons réussi jusqu'à maintenant à faire une économie de 3500 tonnes de CO2. Donc c'est un vélo de seconde main quasi neuf. Oui, j'ai bien compris, avec effectivement cette certification, cette garantie rachat. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de permettre aux clients peut-être aussi de changer de vélo régulièrement. Il y a cette idée de fidélisation ? Pour chaque vélo que vous achetez, chez nous, nous vous offrons la garantie de vous racheter votre vélo dans les 18 mois. Si vous souhaitez le changer, nous récupérons votre vélo et vous pouvez ainsi changer votre vélo et vous assurer en fait que ce vélo-là va pouvoir être reconditionné à nouveau et remis sur le marché par la suite. La part du vélo d'occasion, elle est de plus en plus importante. Vous nous donniez les chiffres du marché français. Est-ce que cette part croît régulièrement ? Oui, nous sommes passés de 18% de vélos de seconde main avant la pandémie à environ 30% de vélos de seconde main par rapport aux unités nouvelles qui sont produites chaque année. Donc on produit en France, on vendu 3 millions de vélos. Le vélo de seconde main, c'est à peu près 1 million d'unités, comme je le disais tout à l'heure. Je crois que dans plusieurs pays d'Europe, vous rachetez aussi les stocks de commerce de vélos. Est-ce que vous le faites en France ? Est-ce que vous allez bientôt le faire en France ? C'est quoi la politique de Tuvalu là-dessus ? Nous allons bientôt le faire en France. Nous sommes en train de voir les derniers détails, notamment de logistique, parce que c'est bien de s'inscrire dans une économie circulaire. Il faut aussi pouvoir pousser la logique jusqu'au bout. Non, le transport du vélo en soi a une empreinte environnementale. Du coup, nous sommes en train de nous assurer de répondre au mieux aux exigences à ce niveau-là. Donc, ce que nous faisons, oui, c'est que vous pouvez
pouvez aussi ramener votre vieux vélo, par exemple, et on le prend comme une partie du paiement pour l'achat d'un nouveau vélo reconditionné. Merci beaucoup. Nous aidons ainsi, je vous en prie. Allez-y, vous pouvez terminer. Il reste quelques secondes. Non, c'était simplement pour dire que nous essayons ainsi d'aider un petit peu toute l'industrie des vélos et notamment des petits magasins qui reçoivent souvent les demandes de rachat de l'ancien vélo pour pouvoir acquérir un. Merci beaucoup, Mimo Makouki. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré au poids économique des seniors en France. Notre débat RSE, et je vous présente mes invités. Titouan Levard, bonjour, bienvenue. Vous êtes le vice-président de Silver Valley, à vos côtés Thibaut Bastin, bonjour. Bonjour Thomas. Co-fondateur d'Alphonse Silver Valley, qui vient de publier une vaste étude sur la valeur ajoutée sociale et économique des plus de 55 ans en France. On va la détailler. Mais d'abord, on présente vos entreprises, vos organisations respectives. Silver Valley, c'est quoi ? Alors Silver Valley, c'est le plus gros réseau d'innovation en Silver Economy, donc l'économie des seniors et de leurs aidants. On accompagne aujourd'hui 300 organisations environ. Quand on parle d'innovation, on parle de start-up, donc pour la moitié d'entre elles, ce sont ces jeunes entreprises innovantes, et pour l'autre moitié, des grands groupes institutionnels, pure players ou non, parce que les généralistes, enfin les grands acteurs généralistes, grands groupes généralistes ont mécaniquement leur proportion de clients bénéficiaires ou cibles qui sont des seniors, forcément parce que la population augmente en France. Ouais. La Silver Economy, ça représente quoi ? C'est combien de milliards, j'imagine, d'euros ? C'est extrêmement difficile à mesurer. Ouais. Le ministère de l'économie et des finances disait 130 milliards, mais là-dedans, on compte les services à la personne. Et c'est... ça dépend si on parle d'un marché juste le marché des pure players, donc la téléassistance, les groupements de résidence. Si on parle de toute l'économie, la part des seniors qui dans l'économie française, dans l'automobile ou les services. Évidemment, et votre étude, elle sert aussi à ça, à nous donner des éléments sur le poids économique des seniors. Thibaut Bastin, Alphonse, c'est une plateforme de préparation à la retraite, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça, exactement. Le but, c'est de ne plus considérer le passage à la retraite comme juste une date et un montant, mais de prendre le temps de préparer cette transition de vie qui est majeure. Et donc, du coup, le but d'Alphonse, c'est de préparer simplement sa fin de carrière et du coup, aussi passer sereinement à la retraite. Et alors, grâce à quels outils ? Expliquez-nous un peu. Le but, c'est d'arriver le plus tôt possible, donc dès 55 ans, avec des blocs de sensibilisation. Ça peut être des webinaires, des simulateurs, pour finalement ne pas faire l'autruche et attendre 6 mois avant de passer à la retraite pour s'y intéresser. Jusqu'à des accompagnements digitaux, en effet, sur 6 semaines, accompagnés par des coachs Alphonse. Et on va aller des sujets les plus administratifs, comme on en parle beaucoup actuellement, corriger ses erreurs, son relevé de carrière, voir sur quel dispositif on va pouvoir enclencher son départ en retraite, aux sujets les plus personnels, comme la santé, trouver son nouveau lieu de vie, etc. Alors, cette étude, Titouan Levard, sur le poids, la valeur ajoutée économique et sociale des seniors, c'était quoi l'objectif ? Justement de mesurer ce dont on parlait tout à l'heure ? Alors, nous, c'est vrai qu'on questionne beaucoup les seniors. On a une communauté de seniors au sein de Silver Valley. Et en fait, on s'est remarqué que ce qui conditionnait notamment l'avancée en âge, c'était l'engagement qu'ils avaient... l'engagement global. Donc nous, on l'a caractérisé dans cette étude en 3 axes. L'engagement familial, l'engagement de proximité pour son territoire et l'engagement au sein de la société. Donc oui, voilà vraiment l'essence de notre étude. C'était prouvé par des chiffres que les seniors, alors contrairement à certains imaginaires collectifs, ne sont pas tous dépendants, mais il y a une grande majorité qui est autonome chez eux et qui est très très engagée pour l'ensemble de la société. La leçon générale que vous tirez de cette étude, c'est ça ? C'est ça la leçon générale. C'est l'engagement des seniors. Alors si on prend par exemple la contribution familiale, on va dire 7 milliards d'euros par an de contribution à leurs enfants et petits-enfants. Comment vous calculez cet engagement ? Parce que là aussi, c'est pas si facile d'arriver à un tel chiffre. C'est pas si facile. En fait, on a cette étude qu'on a menée du coup avec le cabinet GECE auprès d'une population représentative. On a questionné les seniors sur la régularité de leur soutien à leur famille. Donc là, ces 7 milliards d'euros-là, on leur a demandé... c'est flux informel en fait. C'est pas de la transmission... Oui, c'est pas de l'argent qu'on donne. C'est par exemple si je donne du temps à... Non, justement, c'est de l'argent qu'on donne. C'est de l'argent qu'on donne. C'est pas
des coûts évités en termes de services à sa famille. C'est vraiment le chèque à Noël. On fait goûter les petits enfants. On achète une paire de chaussures. Donc c'est des flux finalement qui sont de la générosité gratuite, sans contrepartie financière, et qui ne sont pas de la transmission patrimoniale ou transmission de capital. Thibaut Bastin, justement, là, puisque vous nous préparez à cette retraite, vous avez dit, j'ai dit nous, parce que je suis très légèrement dans la catégorie des plus de 55, ça agace un peu, mais bon, on s'y fait. Ça peut devenir une période d'engagement, et moi je pense que c'est un message vraiment très important à faire passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent la retraite, j'arrête tout. Et or, c'est autre chose, c'est de l'engagement, c'est de l'activité différente, c'est ça ? C'est à ça que vous préparez vos clients ? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. En fait, on réfléchit le passage à la retraite comme une fin, alors qu'en fait, c'est juste une porte qui s'ouvre et on va avoir plus de temps libre une fois qu'on sera à la retraite que finalement pendant les 60 et quelques années passées, parce qu'on va plus avoir potentiellement la contrainte d'un travail, de contraintes familiales, on a remboursé le prêt de la maison potentiellement, etc. Donc c'est du temps libre et c'est une transition de vie qui est majeure et c'est important de la préparer, de tomber le masque finalement de la vie professionnelle, de revenir à ses besoins, à ses envies, à ce qui nous définit finalement hors du travail et de mettre en place des projets concrets. Je crois qu'il y a 750 000 personnes en moyenne qui prennent leur retraite chaque année. Vous avez peut-être évalué la proportion qui s'y prépare vraiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi ? C'est un très faible pourcentage ? Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exception de préparer sa retraite en France. Chez Alphonse, on est convaincu que ça doit devenir la norme finalement de préparer cette transition de vie. Et c'est pour ça qu'on apporte des solutions pour tout le monde, que ce soit des solutions très simples de sensibilisation pour les publics qui en ont le plus besoin, des accompagnements sur 6 semaines et sur tous les sujets, de l'administratif aux sujets les plus humains. Titouan parlait de l'aidance tout à l'heure, c'est un sujet qui est majeur pour cette tranche de la population. On accompagne ses parents, potentiellement en perte d'autonomie, en fin de vie, ça peut être aussi son conjoint dans la famille, et c'est des sujets qu'on vient accompagner au mieux. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques qui est en train de faire éruption en marge, on va dire, du débat sur les retraites. D'une manière générale, Titouan Levard, c'est le regard de notre société sur les seniors qu'il faudrait réussir à changer. C'est aussi à ça que sert cette étude ? C'est aussi à ça que sert cette étude, en effet, parce que aujourd'hui, alors je reviens juste sur un chiffre de Thibaut, aujourd'hui c'est 7 seniors sur 10 encore en activité, enfin en plus de 55 ans, 55, 62 ans, qui dit manquer d'informations pour son passage à la retraite. Et aujourd'hui, en effet, notre étude, elle sert à montrer que les motivations des seniors, une fois passés à la retraite, sont aussi existentielles. Une fois qu'on a réussi à finalement à s'affranchir des problématiques matérielles, le but est de se réinventer un nouveau projet de vie pour les 20 ans qu'on passe à la retraite et se réinventer une nouvelle identité autre que par le travail, l'identité professionnelle. On parlait du regard de la société sur les seniors. Avant d'être à la retraite, il y a ces années entre 55 et 62 ou 64. Et là, ça pose la question, qui est aussi une question centrale du débat sur les retraites, de l'emploi des seniors en entreprise. C'est quand même une question majeure qui est un peu sous-traitée ou maltraitée, je ne sais pas, en France par rapport à d'autres pays européens. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, le point de vue de Silver Valley, en tout cas sur ça, c'est que, en effet, aujourd'hui, il y a au-delà du fait qu'il y a une partie de la population qui est inactive, en tout cas sur cette tranche d'âge-là, il y a une population, comme Thibaut l'a dit, qui est aidante. Entre 55 et 62 ans, on est aidant. Donc finalement, en plus de son emploi, quoi. Du coup, il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui ont besoin d'une adaptation finalement de leur activité professionnelle et qui se tournent vers des métiers indépendants ou alors en franchise où ils peuvent justement adapter faire cet arbitrage entre leur rôle d'aidant et leur rôle professionnel. Donc c'est prendre en compte cette population-là dans l'emploi des seniors. Et ce qui est sûr, c'est que c'est certainement aussi une responsabilité des entreprises de considérer les seniors comme une valeur ajoutée, pas seulement pour la société, mais pour leur entreprise elle-même. Il y a pas mal d'entreprises qui arrêtent de proposer des formations, c'est même pas 55, c'est à partir de 45 ou 50 ans. Bref, il y a là un petit changement de mentalité à opérer. Cette réforme des retraites, ça doit vous apporter pas mal de clients. Il y a plein de gens qui doivent, d'un seul coup, comme on en parle énormément dans l'actu, se dire oui, il faut que je me préoccupe de ce qui m'arrive. Oui, tout à fait. Oui. Ça remet le sujet sur la table, ça intéresse tout le monde. Et comme je disais, pas uniquement ceux qui sont à 6 mois de la retraite, mais les plus jeunes. On voit dans les personnes qui descendent dans la rue aussi pour manifester.
Et je reviens sur les entreprises aussi. Il y a du coup un index senior qui est en cours justement de réflexion aligné avec la réforme des retraites. Nous, on travaille avec les entreprises. Aujourd'hui, on a déjà une vingtaine d'entreprises dans lesquelles on accompagne leurs collaborateurs, donc ces entreprises qui sont engagées pour que cette tranche d'âge-là, en effet, de leurs collaborateurs seniors, soit bien accompagnée et qui continuent à être formés, qui continuent à être épanouis au travail jusqu'au dernier jour au sein de l'entreprise. Titouan Levar, quels sont les leviers à actionner pour que cette place, ce poids économique des seniors soit mieux considéré, mieux reconnu ? Déjà, c'est d'arrêter la gabégie des savoirs qu'il y a aujourd'hui en France. C'est aujourd'hui seulement 20% des seniors qui transmettent leurs compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une perte en ligne des actifs, d'actifs et de connaissances. Et ça, c'est pour l'entreprise une vraie perte aussi financière à la fin. Le deuxième levier, c'est atteindre l'autonomie numérique, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, il y a une offre institutionnelle qui permet une montée en compétences et pour les seniors d'être autonomes, c'est-à-dire déclarer ses impôts, prendre des rendez-vous médicaux. Et ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est aujourd'hui, comme on l'a dit, une population massivement aidante et du coup qui est experte de son vieillissement. Elle a l'expérience d'un parent, l'expérience du vieillissement d'un parent, du coup elle est plus préventive et elle sait combien ça coûte. Donc le levier, c'est permettre à ces personnes-là d'avoir les moyens finalement de payer une partie de leur avancée en âge. Elle y est favorable pour 70%. Le dernier, c'est le premier frein à l'engagement et finalement l'épanouissement dans l'engagement, c'est la mobilité. Aujourd'hui, créer une mobilité douce et inclusive, ça ne va pas se faire au détriment des seniors. C'est-à-dire avoir plein de formes de mobilité, des trottinettes, des vélos qui vont partout dans la ville. Pour beaucoup de seniors, c'est une manifestation d'agisme. Je reviens sur la question du financement. Donc ça, c'est là aussi, c'est un business aussi, c'est un marché pour des entreprises, pour des startups. Il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça, en effet. Il faut pas. Oui, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, en effet. Il y a des modèles aujourd'hui qui se créent assez intéressants sur de la liquéfaction du patrimoine, sur différents modèles adaptés au profil de vie et au parcours de vie des seniors, qui sont très solidaires, très vertueux. Et aujourd'hui, en France, c'est 317 000 € de patrimoine moyen brut pour les sexagénaires. Une retraite qui est finalement pas très haute, donc ça veut dire que les seniors sont pauvres en liquidité mais riches en patrimoine. Et les seniors, justement, par leur expérience d'aidant, savent que l'État ne peut pas prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à l'avancée en âge. Notamment une partie de l'adaptation du logement. Pour bien vivre chez soi, du coup, ils savent qu'ils vont devoir investir. Et en ce sens, ils sont plus préventifs. Un dernier mot, Thibaut Bastin. Votre accompagnement, il dure, c'est dans la préparation, mais aussi dans les premières années de retraite. Comment ça se passe ? Oui, actuellement, on accompagne la personne jusqu'à sa deuxième année de retraite. D'accord. Parce qu'au fait, en amont, en effet, il y a énormément de choses à préparer. Mais on est conscient aussi que pendant les premières années, tout change, que ce soit au niveau du couple, des finances, de son rôle dans la société, de la situation des danses dont on parlait, etc. Donc on continue à accompagner la personne, à lui donner accès à une communauté, à des contenus, à des outils. Et après, on laisse la personne s'épanouir à la retraite. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Start-up, un bon oreiller pour mieux dormir. Ça vous dit forcément. Smart Ideas avec Thomas Hervé, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de Wopilo, là, créé en 2017. Donc votre métier, c'est notre sommeil, c'est ça ? Exactement. Wopilo, on est les bienfaiteurs des nuits des Français. En fait, on est une société qui propose toute une gamme d'oreillers, de couettes, de linge de lit, de surmatelas pour améliorer le sommeil des Français. Des oreillers ergonomiques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux oreillers classiques ? Alors aujourd'hui, on a toute une gamme d'oreillers qui s'adapte à tous les types de dormeurs et à tous les types de sommeil. Mais l'idée de base, que le produit avec lequel on a lancé Wopilo en 2017, c'est un oreiller ergonomique et confortable. C'est un oreiller traditionnel dans lequel on vient glisser un cœur en mousse à mémoire de forme qui apporte un soutien cervical. Donc, qui permet de mieux soutenir les cervicales pour les dormeurs sur le côté ou sur le dos. Alors, ça, c'est l'idée de base. Aujourd'hui, évidemment, on a étendu toute notre gamme et on est capable de s'adapter à tout le monde, des enfants jusqu'à
n'importe quel âge et n'importe quel type de dormeur. Et alors, tiens, on va parler de votre certification B Corp en détail, mais déjà, avant même d'obtenir cette certification, il y a un travail, par exemple, si on parle d'engagement RSE, sur les emballages. Quel choix vous aviez fait ? Alors dès le départ, en fait, c'est assez... quand on s'est lancé en 2017, on a tout de suite fait attention à la présentation, à l'expérience qu'on allait proposer à nos clients. Et pour les emballages, on a toujours aussi fait le choix d'avoir des emballages recyclés, recyclables, notamment pour les cartons. Donc on n'est pas distribué en magasin, c'est que des envois e-commerce. Notre business model est 100% en ligne sur notre site wopilo.com. Donc tout est recyclable et on a fait le choix de mettre ça en place dès le début, ce qui facilite les démarches dont on va parler ensuite. Oui, alors justement, cette certification B Corp, ça prend du temps, c'est exigeant, comment ça s'est passé ? Alors ça prend beaucoup de temps, c'est très exigeant. L'idée, elle est arrivée en 2019, lorsqu'on a pris connaissance, en France, il y avait très peu d'entreprises B Corp, labellisées B Corp à ce moment-là. On a vu des sociétés, c'est un mouvement qui a été initié par Patagonia, qui a une démarche RSE fantastique, qui est une des meilleures sociétés de B2C à ce niveau-là. Ça nous a inspirés. On a vu quelques sociétés américaines aussi qui le faisaient et qui nous ont inspirés. Et ensuite, on est rentré dans la démarche. On a regardé comment ça se passe. Et c'est un questionnaire qui est très long, très exhaustif sur des secteurs très variés et qui permettent de couvrir l'ensemble des engagements que peut prendre une société au niveau environnemental, au niveau sociétal, au niveau de la transparence, etc. C'est un club assez fermé. Il y a combien d'entreprises en France ? Il y a un peu plus de 250 entreprises qui sont labellisées B Corp avec une augmentation là, puisque B Corp a alloué plus de ressources en France pour valider les questionnaires et faire ce travail de certification. Il y a eu tout un moment où ça a pris pas mal de temps. On a attendu une année avant de pouvoir être certifié après avoir déposé notre questionnaire. Alors, donc, certification B Corp obtenue, bravo. Ce qui est intéressant avec le B Corp, c'est que il y a des clauses de revoyure en quelque sorte, c'est-à-dire que donc vous allez pouvoir évaluer vos progrès. Donc comment vous imaginez justement la période à venir pour progresser ? C'est très intéressant. Chez Wopilo, on utilise ce label comme un outil de performance RSE. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe sur les différents segments dont on a parlé. L'idée, c'est d'essayer de s'améliorer. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'améliorer, que ce soit des sujets de gouvernance, des sujets vis-à-vis de nos collaborateurs, et évidemment tous les sujets environnementaux qui sont très importants. Les emballages, par exemple, on en parlait, vous allez encore essayer de progresser ? Justement, on travaille là-dessus sur tout ce qui va être linge de lit pour retirer le plastique et intégrer du craft sur les emballages de linge de lit, ce qui se fait très peu, mais ce qui permet d'avoir une politique qui est encore plus vertueuse. Pour B Corp, on a fait un bilan carbone. On l'a fait assez tôt dans la vie de l'entreprise, même si maintenant ça s'est un petit peu démocratisé. Là, on sort notre deuxième dans les prochaines semaines. Et typiquement, en tout cas, le plus visible pour nos consommateurs, c'est l'impact carbone qu'on peut avoir et les émissions qui sont émises par produit. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment et sur lesquels on va apporter beaucoup de transparence dans les prochaines semaines. Et rapidement, vous allez aussi proposer des oreillers de seconde main reconditionnés, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on voit surtout sur la partie matelas. Aujourd'hui, on a donc un système Internet, de livraison Internet, et il y a des fois des oreillers, soit c'est pas la bonne taille, soit il convient pas, et en fait ils sont à peine testés, donc on les reconditionne via notre logisticien, on fait en sorte qu'ils soient nickel, et en fait ça permet de rendre accessible les quelques oreillers de retour qu'on peut avoir à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un oreiller neuf. Merci beaucoup Thomas Hervé, et bon vent à Wopilo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.